Bonjour gang, bienvenue au cours 3 du cours de traitement de l'image. Aujourd'hui, on va faire un tour sur plusieurs sujets. Donc, on va commencer par le air gap. Donc, vous allez explorer cet aspect-là durant votre laboratoire et on va voir théoriquement c'est quoi. Le air gap, en fait, ça sert un peu comme une grille antidiffusante. Donc, avant que la grille existe et soit utilisée, on utilisait le air gap. C'est encore valable aujourd'hui. Quand on n'a pas de grille, on peut l'utiliser. Puis on peut même l'utiliser en plus de la grille. Donc, la technique du air gap, c'est de créer volontairement un espace entre le patient et le récepteur. Donc, on crée une distance objet-récepteur volontairement. Lorsque le patient est collé sur le récepteur, ce qui donne une belle image, cependant, toute la radiation diffusée qui a été créée dans le corps du patient, qui s'en va dans toutes les directions, va atteindre le récepteur. Lorsqu'on crée volontairement la distance DOR entre le patient et le récepteur, ça permet à la radiation diffusée, qui est dans des directions différentes, d'avoir assez de distance pour éviter de passer à côté du récepteur. Donc, on en a moins sur l'image et donc on a une image de meilleure qualité, une image qui peut être plus contrastée. Donc, c'est très avantageux pour la qualité de l'image. Cependant, quand on crée une distance objet-récepteur, ce qu'on fait, c'est qu'on éloigne le patient du récepteur et obligatoirement, vous avez vu ça dans le cours de fonction de travail, première session, les lois d'optique, il va y avoir un agrandissement de grille. Donc, un agrandissement un peu trop grand, ce qui va nous donner une perte de détail. Donc, en plus, si on regarde le jaune qui est plus loin du récepteur, il y a de l'agrandissement créé au niveau de l'image, mais le corps du patient se rapproche de la source et donc la dose à la peau va être augmentée parce que tous les rayons de faible énergie vont atteindre la peau du patient. Donc, il faut pallier à ces désavantages-là si on veut avoir l'avantage du air gap. Donc, pour pallier à ces désavantages-là, on va volontairement augmenter la DFR pour compenser l'agrandissement. Et comme vous l'avez vu dans le dernier vidéo et qu'on va pratiquer dans le prochain cours, si on augmente la DFR, il faut obligatoirement ajuster le MAS si on veut garder la même densité d'image. Les résultats d'un air gap sont vraiment comparables à une grille fixe, donc une grille antidiffusante fixe. Donc, ça donne des très bons résultats, pas autant que la grille mobile d'un bokeh mural qui est genre avec un ratio de 15:1 que vous allez voir en cours d'appareillage, mais ça donne vraiment un bon résultat. Maintenant, on va parler de l'effet talon. L'effet talon, c'est un effet qui est toujours là, c'est inhérent, donc on ne peut pas l'enlever, il faut faire avec. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Avant de voir c'est quoi, on peut l'utiliser pour uniformiser de densité lorsqu'une structure, une même structure qu'on veut radiographier, n'est pas de même dimension, pas de même épaisseur. Le cas le plus fréquent qu'on voit, c'est la colonne dorsale, où est-ce que ici, au niveau du cou, c'est beaucoup plus mince que la D12, la 12e vertèbre dorsale, qui est complètement dans l'abdomen. Donc, on a une différence d'épaisseur et pour nous aider, on peut utiliser l'effet talon. L'effet talon, c'est la différence d'intensité du faisceau entre la cathode et l'anode. Vous le savez, vous l'avez vu en physique, l'anode est en oblique et notre rayon est divergent. Donc, ce qui fait que du côté de la cathode, nos rayons n'ont aucun blocage pour se rendre jusqu'au récepteur. Tandis que ceux qui sont du côté de l'anode frappent le pied de l'anode et sont absorbés par l'anode. Donc, il y en a plusieurs qui sont absorbés, donc moins sur le récepteur du côté de l'anode. Donc, c'est plus intense le faisceau du côté de la cathode que du côté de l'anode. Donc, il va falloir l'utiliser intelligemment. Donc, si j'ai une colonne dorsale à faire, je vais aller positionner la tête du patient du côté de l'anode et les pieds du côté de la cathode pour utiliser la différence d'intensité du faisceau à mon avantage pour une radiographie. Donc, je laisse réfléchir à d'autres structures pour lesquelles on peut utiliser l'effet talon à notre avantage. Maintenant, on va parler d'un KV optimal. On vous parle souvent d'utiliser un KV optimal parce qu'on veut favoriser un contraste qui va être vraiment idéal, puis on veut limiter la dose d'exposition à notre patient. Parce que vous allez apprendre que plus on augmente le KV, on peut se permettre de descendre de plus en plus le MAS, donc le MAS qui régit la dose à la peau. Sauf que si on augmente trop le KV,
ben on n'a plus de contraste radiographique. On n'aura peut-être pas beaucoup de doses émises aux patients, mais on n'aura vraiment pas un assez bon contraste. Donc, on ne peut pas mettre 100 kV pour tout en disant, ben je vais juste mettre 2 MAS pour toutes mes structures, puis je sauve vraiment de la dose à mon patient, parce que là, on ne génère aucun contraste radiographique et le diagnostic s'en trouve non optimal comme ça. Donc, il faut choisir le kV le plus élevé possible pour garder un contraste idéal, puis mettre la dose le plus faible possible, sans négliger notre diagnostic et notre qualité d'image. Donc, wow, ça flash sur le blanc. Donc, bas KV, haut KV, KV optimal, il n'y a pas de norme qui nous dit qu'à partir de tel chiffre, en bas de ça, c'est un bas KV, puis à partir, exemple, de 71, c'est un haut KV. C'est pas comme ça. Ça va dépendre de la structure, ça va dépendre où est-ce qu'on radiographie à l'étage ou dans notre salle, à quoi ressemble mon patient, sa morphologie, est-ce qu'il y a une pathologie additive, soustractive. Donc, ça peut modifier vraiment beaucoup de choses. Donc, ça va dépendre de tout ça pour qu'on puisse dire un bas KV, un haut KV. Sans qu'on puisse vraiment mettre un chiffre, on a quand même parfois une idée de bas KV, haut KV. Quand je parlais d'exemple d'examen, 70 kV pour une mammo, ça serait énorme, tandis que 70 kV pour en graphie normale, c'est pas si élevé que ça. Donc, ça dépend vraiment beaucoup. Donc, ici, on a un petit tableau pour vous donner des idées à bas moyen kV. Tu sais, entre 55, à peu près 55 kV, on fait des pieds, des mains, des chevilles. Les mammographies, ça c'est vraiment très faible kV, genre 25 kV. Plus qu'on va augmenter d'épaisseur, plus qu'on va mettre des substances de contraste pour voir les organes, plus qu'on va pouvoir augmenter le kV. C'est sûr qu'à 80-90 kV, on ne mettrait pas ça pour une main. Donc, on commence à parler de kV plus élevé. On n'a pas un chiffre exact, mais on a quand même une idée de bas, puis de KV un peu plus élevé. Dans ce petit tableau-ci, vous allez voir qu'est-ce qu'on fait avec un plus bas KV. C'est quoi les avantages? Un fort contraste. On voit bien les classifications. Il y a moins de radiation diffusée. Cependant, on augmente la dose délivrée absorbée par le patient parce que si on utilise un plus faible KV, il faut utiliser un plus fort MAS. Donc, c'est moins bon pour la dose au patient. De l'autre côté, au KV, faible contraste, ça permet d'homogénéiser certaines différentes densités, radiation diffusée augmentée, donc on a encore moins un fort contraste si on a plus de radiation diffusée. Par contre, on diminue la dose absorbée au patient parce qu'on peut se permettre de minimiser les MAS. Donc, c'est sûr que pour vous, vous avez déjà, c'est déjà établi quand vous arrivez dans une salle. On a fait des tests avec le physicien pour savoir et le radiologiste pour savoir jusqu'à quel kV on peut aller avec la puissance de notre générateur pour avoir un contraste idéal puis une dose le plus faible possible. Donc, c'est pas vous qui décidez ça comme ça. Ça a déjà été établi par le physicien, le radiologiste. Donc, vous avez déjà une idée des kV optimaux à utiliser dans une salle. Où est-ce que ça peut changer? Et là, c'est en votre pouvoir de prendre cette décision-là. C'est quand un patient se présente pour un corps étranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un corps étranger, ce n'est pas, on ne cherche pas à établir un diagnostic. On ne veut pas savoir à quoi ressemble le corps étranger. On veut juste le localiser. On veut savoir, est-ce qu'il y en a un? Oui, non. Si oui, il est à peu près où? Hein, parce que les gens avalent toutes sortes de choses dans la vie, surtout les enfants. C'est vraiment surprenant parfois. Donc, on peut se permettre, dans ces cas-là, de mettre un très haut KV pour mettre le plus faible MAS possible, sauver la dose au patient. C'est sûr que mon contraste ne sera pas bon, mais c'est pas grave parce que c'est pas la qualité d'image que je recherche, c'est seulement la localisation. Et pour démontrer un corps étranger, je vous ramène à votre cours de fonction de travail dans les lois d'optique. Il y a plusieurs lois d'optique, la loi des incidences tangentielles, la loi du numéro atomique. On a tendance à penser que c'est la loi du numéro atomique qui prédomine. Dans le sens que, oh, j'ai un corps étranger, je vais m'interroger, ah, mais c'est quoi le corps étranger? C'était du bois, c'était du métal. Je vais essayer de générer vraiment un fort contraste pour essayer de le voir. Si je mets un 25 sous sur une radiographie, que je la fasse à 20 kV, 50 kV, 80 kV, 100 kV, 120 kV, c'est sûr qu'à 20 kV, elle va être pétant. Il va être pétant le 25 sous. Là. Il va flasher vraiment beaucoup. Mais à 120 kV, je le vois quand même très bien. Donc,
elle qui supplante la loi du numéro atomique, c'est la loi des incidences tangentielles. Pour voir un corps étranger, il faut absolument qu'un rayon le frappe de façon tangentielle. C'est ça qui prédomine parce qu'il y a toutes sortes d'exemples. Tu sais, les cathéters sur les patients, ça a une densité super faible, mais on les voit quand même sur une radiographie. Donc, vous, si vous cherchez un corps étranger, dites-vous pas, ah, c'est du bois, je vais baisser mon KV pour avoir une chance de le voir. Tant qu'à si vous ne le voyez pas sur la première radiographie, le mieux, c'est de changer l'angle, faire une rotation, faire une inclinaison pour essayer d'avoir des rayons qui vont être tangentiels à ce corps étranger-là. Et jamais ne diminue le KV. Je vous le dis parce qu'il y a encore beaucoup de techs à ce jour qui pensent qu'il faut qu'ils baissent le KV pour essayer de générer de l'absorption puis essayer de voir le corps étranger. Donc, c'est pas le bon réflexe. Au contraire, il faut augmenter les KV, diminuer MS au maximum. J'ai quelques exemples ici. Donc, de ce que je vous disais, ici, c'est un patient, radiographie pulmonaire au lit. On voit les électrodes. Et ça, c'est de très faible densité, mais on les voit quand même très bien. C'est sûr que si je passe de 120 kV à 50 kV, je vais les voir encore plus, les petits cathéters, mais c'est pas ça que j'ai besoin. Je vais juste voir s'ils sont là. Point final. Donc, je vous laisse cette petite diapo-là pour vous aider, vous donner une idée des KV avec les corps étrangers pour la pédiatrie aussi. Je vous laisse ça sur cette diapositive-là. Le PowerPoint est disponible sur la plateforme dans les petits liens rapides. Donc, je ne sais pas si vous avez vu c'était quoi ça. C'est quelqu'un qui a avalé, de toute évidence, un collier. Et oui, c'est un petit collier ici, juste ici. Et là, ça a fait une occlusion intestinale. Quand ça bloque, ce que notre corps fait, c'est qu'il fait de l'air plus. Alors, le patient, il est malade, il y a des nausées, des vomissements. C'est une chirurgie d'urgence dans ce cas-ci. Bon, qu'est-ce qu'il a avalé cette fois-ci, notre patient? Un partiel. Il a avalé son dentier. Même chose, on a mis, vous voyez, le contraste n'est pas très bon parce qu'on a mis un très haut KV pour diminuer les MAS. Je chauffe la dose, je le localise très bien, le partiel. Hein? On sait qu'il est dans l'estomac du patient. Toutes sortes de choses. Un clou. Eh oui, on avale un clou ici. Qu'on le localise très bien. On espère qu'il ne perforera pas un intestin. Et les enfants, Seigneur, 1 $, 25 sous, c'est dans la trachée de l'enfant. Là, clairement, dans ce cas-ci, il doit avoir un stridor, là, un son. Un stridor, on sait c'est quoi quand on l'entend une première fois. Donc, on voit très bien le 25 sous. Donc, on va aller sauver de la dose à notre patient en augmentant les KV le plus possible. Donc, je vais vous laisser un autre petit vidéo avant le cours de la semaine prochaine sur la compression. C'est vraiment pas long, mais pour celle-ci, je vais être un petit peu limite dans le temps pour vous l'expliquer. Donc, n'oubliez pas, après avoir visualisé l'autre petite vidéo, il va y avoir l'activité d'accompagnement et l'auto-évaluation. Et on se voit mardi pour le reste. Donc, il reste un petit 2-3 minutes sur l'autre vidéo. À plus tard!